Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Donc je suis avec Sylvain Mestrallet aujourd'hui. Nous allons apprendre plein de choses sur lui. Et déjà, je vais lui poser la première question. Comment se sent-il et que boit-il ce matin? Je me sens très bien. Jeudi matin, le soleil, je bois mon deuxième café de la journée, mais tout se passe bien. Comment ça se passe pour toi? Moi, ça va super. Moi, dès que je peux rencontrer de nouvelles personnes et apprendre un peu plus sur elles, déjà, je kiffe. Je me suis bien réveillée ce matin. Et moi, je bois un petit rooibos avec mon petit zèbre, qui a une signification pour ceux qui connaîtraient les enfants zèbres. Et voilà. Donc, je suis au taquet et prête à commencer avec toi. Et je veux surtout que tu te présentes à mon audience et me dire d'où viens-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Très bien. Alors, donc, comme tu l'as mentionné, Sylvain Mestrallet, 35 ans, donc je suis directeur financier, principalement dans le contrôle de gestion aujourd'hui. Donc, je suis directeur du contrôle de gestion pour une des divisions d'un grand groupe américain dans la santé. À titre personnel, donc, je suis marié, j'ai 3 enfants de bas âge, et je suis originaire donc d'un petit village de 1600 habitants en Isère. Voilà, je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, n'hésite pas à poser des questions. Tu peux dire bonjour à tous ceux qui habitent dans l'Isère. Bonjour à tous ceux qui habitent en Isère ou dans des petits villages de manière générale. Donc Et on va... actuellement, je suis en région parisienne D'accord, pour raison professionnelle. Ok, on va voir effectivement que ça peut avoir aussi un impact d'où l'on vient. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir aussi d'où on vient. Alors, moi, ce que je sais de toi, c'est qu'à un moment donné, donc que tu parles de ton groupe aujourd'hui, mais que tu as dû partir, en fait, que tu es parti, tu as fait le choix plutôt de partir faire tes études aux US. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, très bien. Alors moi, assez tôt, j'avais cette envie de partir. J'avais compris que j'allais avoir besoin de parler anglais, de voyager. Je savais pas exactement dans quel contexte. Je savais pas exactement dans quel type de poste, même de métier. Mais assez tôt, j'ai voulu explorer ces différentes options. Et en sortie de lycée, j'ai eu l'opportunité justement de rejoindre une école de commerce. Même si mes années lycée avaient été quand même assez compliquées. Et cette école-là me permettait justement non seulement d'étudier entièrement en anglais, et aussi de partir la dernière année aux États-Unis. Donc c'était un gros investissement financier pour mes parents et puis pour moi la dernière année. Mais c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. J'ai vraiment d'être dans un environnement très international, avec des cultures différentes, et surtout rejoindre un mode de fonctionnement assez différent. Je pense qu'on a eu l'occasion d'échanger, mais le mode de fonctionnement des études aux États-Unis est quand même relativement différent de celui en France. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, et dans lequel je me retrouvais beaucoup. Donc, j'étais content de pouvoir le faire, vraiment. C'était un plaisir. Et pourquoi tu dis que, à un moment, t'as dit que c'était compliqué? Qu'est-ce qui était compliqué dans les études ici, en fait? Et à quel moment? Moi, en tout cas, à titre personnel, moi, donc, j'étais en études scientifiques au lycée, parce qu'à l'origine, j'avais en tête depuis petit d'être ingénieur en informatique. C'est le type C'est de marrant. métier qu'on qu'on se met en tête quand on est petit, on n'en dévie pas spécialement. Donc moi, j'avais suivi vraiment des études scientifiques qui globalement me plaisaient, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça allait être plus pratique. Moi, je suis quelqu'un de très pratique. J'ai besoin de Mm. faire les choses pour les comprendre. Euh, et à titre personnel, j'ai trouvé que le lycée était trop théorique, en tout cas la branche dans laquelle j'étais. Mm. Et donc, ça me posait problème, même en termes de motivation, je trouvais ça plus compliqué à se motiver. Mm. Euh, et j'ai eu beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que je voulais faire plus tard, est-ce que je voulais rester dans cette voie-là, est-ce que je voulais voir autre chose. Et donc c'est vrai qu'en fin de lycée, quand j'ai vraiment trouvé ce qui me plaisait, c'était quand même une bouffée d'air de pouvoir voilà enfin se projeter sur quelque chose qui à titre personnel je trouvais intéressant et qui me permettait justement d'avoir ce côté pratique également. Et ce qui est intéressant, justement, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence la plus marquante pour toi entre l'éducation américaine, justement, et l'éducation française? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Plusieurs choses, je dirais la première chose c'est on parlait d'aspect pratique, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Mm. Beaucoup de questions sont reliées à des exemples très pratiques de la vie de toujours. Donc c'est peut-être moins poussé dans certains cas au niveau mathématique, au niveau physique, etc. Mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant justement d'avoir plus d'exemples. La deuxième chose, c'est que beaucoup d'importance est donnée à la présentation orale. Ce qui Mm. était intéressant, savoir se présenter, savoir expliquer son projet, expliquer les enjeux,
avoir un échange. Je trouve que les meilleurs étudiants, en tout cas aux États-Unis, sont ceux qui échangent le plus avec les professeurs. Ça, c'est une vraie différence par rapport en France où voilà, l'élève qui, en tout cas, avant le lycée ou pendant le lycée, peut-être en école supérieure, c'est peut-être un peu différent, mais les élèves qui posent trop de questions sont vus comme des éléments plutôt dérangeants en classe. En tout cas, moi, c'était ma perception. Et je trouvais que voilà, les échanges en classe étaient d'autant plus intéressants qu'on pouvait justement apprendre des autres étudiants sur ce qu'ils avaient compris, ce qu'ils avaient moins compris, beaucoup plus de questions posées pendant les cours. Et surtout, l'un des autres aspects, c'est qu'il y avait quand même une préparation demandée avant le cours. Donc, en général, tous les matériaux du cours étaient préparés avant, il y avait des lectures à faire avant, et on arrivait dans le cours, tout le monde avait plus ou moins un niveau quand même basique sur le contenu du cours, des exemples qui avaient été partagés, et ça, c'était quand même assez différent. D'accord, c'est-à-dire qu'une notion d'autonomie dans l'apprentissage au départ et après, ça, justement, ça permettait d'être plutôt dans l'échange et le débat d'idées ensuite, c'est ça? Si je comprends C'est ça, bien. exactement. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, ton plus grand enfant, il a quel âge? 10 ans dans 10 quelques ans. semaines. D'accord. Ma Parce que fille, moi, ça y est, j'ai switché, le plus grand, il passe au collège. Et quand tu étais en train d'évoquer les différences, j'ai pris conscience. En fait, ça a vraiment changé parce que ce que tu racontes, moi, je l'ai vécu et je comprends tout à fait ce dont tu parles parce que moi, c'est ce qui me manquait. Et en fait, je suis agréablement surprise à ce que mon fils, il est en train de vivre aujourd'hui dans l'école. Déjà, ils ont de la préparation en amont. Donc voilà, il fait un journal de lecture, par exemple. Donc eux, ils ont tout un travail en amont. Et après, ça arrive sur une discussion de qu'est-ce que tu as mis, qu'est-ce que tu as fait. Et avec beaucoup d'esprit de synthèse, moi que je me rappelais, j'avais pas forcément autant poussé. Mais en tout cas, un esprit de synthèse, d'imagination, de création aussi, parce qu'on leur demandait, par exemple, le week-end dernier, c'était sur créer des devinettes à partir du livre, hein, tu vois. Donc j'étais là, tiens, c'est super intéressant. Et beaucoup d'oral, en fait, il a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est le bémol de mon fils qui est timide. Donc ça va lui apprendre à sortir de sa zone de confort. Et donc là, il a la chance d'avoir une maman coach qui, elle, n'a pas de problème de communication. Et donc je l'entraîne, en tout cas, je l'accompagne à oser. Mais tout est fait pour, quand même, dans l'école, pour justement parler, parce qu'il ne parle pas assez. Et justement, c'est mal vu pour le coup aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est considéré pas comme un bon élève parce qu'il n'intervient pas et il ne parle pas assez. Donc tu vois comme quoi les choses évoluent en fait. C'est ça qui est une très génial. bonne chose globalement et je pense qu'on voit même au niveau des nouvelles générations qui rentrent dans l'entreprise, il y a quand même plus de facilité sur ces aspects-là et c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Alors, chaque génération a des choses qu'elle maîtrise mieux, des choses qu'elle maîtrise moins bien, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir cet apprentissage-là, c'est bien d'avoir cette compréhension-là que la présentation orale fait la différence. Faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, en entreprise, même si en général, ce qui permet de rentrer dans une entreprise, c'est les hard skills, c'est-à-dire les connaissances techniques, des fois même un peu trop. Aujourd'hui, on peut se poser la question. Ça change aussi, mais doucement. Ça change aussi, mais c'est clairement en tout cas ce qui permet de rentrer, en tout cas au début. En entreprise, souvent, l'évolution se fait par rapport à ce qu'il y a à côté, en plus des connaissances techniques. Bien sûr. Les soft skills, le fait de savoir travailler en équipe, le fait de savoir s'exprimer, le fait d'avoir une discussion, un échange sans être trop défensif. C'est des choses qui s'apprennent au long de sa vie. Certaines personnes les ont assez tôt, d'autres personnes les développent. Mais c'est des choses qui font la différence. Et plus tôt on peut les apprendre, et mieux c'est. Et mieux on arrive à travailler justement en équipe, une fois en entreprise ou en association ou dans n'importe quelle organisation. Oui, par rapport à la collaboration, etc. Alors, ce qui est paradoxal, je fais un peu l'avocat du diable parce que je suis 100% aligné avec ce que tu dis, donc on est vraiment sur la même longueur d'onde, mais j'entends aussi à chaque fois un peu ce regret de dire que le niveau des étudiants est de plus en plus bas. Bon, ça, on l'a déjà entendu, même notre génération nous le disait, donc c'est générationnel, mais là, on sent que cette peur de perdre des compétences par rapport au fait des jeux vidéo, des réseaux sociaux, de tout ça, tu vois, et donc, ils ont l'impression que tout ça génère des choses qui font que les gens ils sont moins dans l'analyse parce que c'était quand même une marque française, le côté esprit critique, analytique, etc., au détriment probablement de la prise de parole publique. Moi je pense que c'est du mais voilà, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Non, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Je mentionnais tout à l'heure, mais chaque génération apporte quelque chose. Déjà, moi je suis contre mettre les gens dans des cases. Donc une génération c'est très vague. Tu vois bien, aujourd'hui, on a la génération X, Y, Z, on a beaucoup de mal à vraiment délimiter.
Et la preuve est que c'est très large. Euh, Moi, ce que je vois, par exemple, par rapport à mes enfants, par rapport aux nouvelles personnes qui rentrent dans l'entreprise, c'est qu'il y a quand même aussi des connaissances et des aspects de flexibilité que je ne suis pas sûr qu'on avait à l'époque. Donc ça aussi, il faut le reconnaître. On parlait de collaboration. La collaboration est vue totalement différente. On verra si c'est des bonnes choses ou des mauvaises choses. En tout cas, elle est vue de manière différente. Les gens sont quand même plus habitués aussi à échanger, à être flexibles. Tu vois bien, les enfants aujourd'hui, on leur met un téléphone dans la main, ils savent globalement l'utiliser. S'il y a des dérives, il faut faire attention. Mais voilà, il y a un aspect flexibilité, un aspect apprentissage des nouvelles technologies, adaptation, qui est quelque chose qui est plutôt une bonne chose. Après, moi, ce qui me fascine, c'est le niveau de conscience, en fait. Je sais pas si tu vois, mais moi, je suis épatée d'entendre, parce que de temps en temps, j'interviens dans des écoles où donc ils ont 20 ans et ils ont des termes déjà qui sont des termes que moi, à 20 ans, mais c'était vraiment abstrait. En fait, je sais même pas que le mot existait, quoi. Tu vois, je sais pas. La dernière fois, c'était le mot procrastination, conscience de soi. L'empathie, tu vois, tous ces termes-là qui pour moi maintenant sont dans mon univers et qui sont normales parce qu'on a beaucoup été aussi abreuvé des soft skills dans les entreprises. Mais à 20 ans, quand j'en en parle en entreprise, je ne savais même pas ce que c'était. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, les personnes qui en parlent, la santé mentale aussi. C'est aussi un sujet que eux ils sont complètement alors je dis pas que c'est tous les jeunes hein, mais je dis les jeunes qui sont dans ces écoles, moi je suis assez épatée déjà de leur niveau de connaissance sur la santé mentale qui fait que quand ils arrivent dans les entreprises, ils savent qu'il faut faire attention à ça et qu'ils vont être peut-être plus exigeants sur l'environnement de l'entreprise et comment ça se passe au niveau de la santé mentale et l'environnement aussi. Il y a d'autres sujets, il y a plein d'autres sujets. Mais... Ça, c'est sûr. Et notamment sur les soft skills, je pense qu'il y a beaucoup plus d'informations disponibles. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être pas tendance dont on n'a peut-être pas tendance à trop parler, mais il y a beaucoup de choses disponibles sur tous les termes dont tu as mentionné, en ligne, ce qui n'était pas spécialement le cas au moment où on a fait nos études. Bien sûr. Et alors, bien sûr, il y a peut-être, aujourd'hui, c'est peut-être le problème, il y a trop d'informations disponibles. C'est très compliqué de chercher, de trouver surtout l'information qu'on cherche, mais de manière générale, il y a aussi quand même de la pédagogie sur certains termes, certaines choses qui est disponible et qui fait que je pense les personnes qui rentrent sur le marché du travail ou qui étudient peuvent avoir une mise à niveau sur certains sujets, peut-être bien plus en amont que pour nous. Complètement. Effectivement, tu fais bien de dire, c'est le trop d'informations. Notre enjeu aujourd'hui, c'est le trop d'informations, que ce soit pour les jeunes, mais pour nous aussi. Comment garder un esprit critique. Et c'est là que je trouve que c'est un peu notre marque de fabrique qu'on peut aussi réutiliser les Français, même si on est critiqué pour ça. Mais en tout cas, c'est notre esprit critique, il est bien présent. Et de justement d'avoir un esprit critique à chaque fois qu'on regarde aussi quelque chose qui est sur le réseau, de la pertinence ou de la vérité. Parce que maintenant, en plus avec l'IA, on va encore être bien challengé de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est monté, qu'est-ce qui est même les journalistes vont avoir quelques difficultés. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu de savoir avoir un esprit critique, de challenger aussi ce que on regarde et ne pas prendre pour argent comptant et de faire le tri aussi de toutes ces informations qui nous arrivent. C'est une compétence en fait en soi. Mais par rapport à la question que tu m'as posée justement aussi, le fait justement de voyager, de voir autre chose, ça aide quand même cet aspect critique. C'est-à-dire que tu es moins piégé quand tu entends une information, tu as plus tendance du coup à la vérifier aussi, parce que tu as vu autre chose et tu n'acceptes pas uniquement les réalités telles qu'elles sont chez toi, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille. Tu as raison. Aussi autre chose. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Moi, je compare souvent ça des fois à certaines choses qu'on fait dans la vie. Moi, j'ai fait de la musique jeune. Et pareil, ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses, bien au-delà de la musique. Voyager, c'était un peu le même apprentissage. C'est-à-dire que tu voyages, mais du coup, tu grandis assez rapidement. Tu vois d'autres choses, tu rencontres d'autres gens. Et rien que ça, c'est quand même une ouverture assez importante. Tu as tout à fait raison. Merci de le mentionner parce que c'est important. C'est vrai que moi, c'est aussi dans vu que j'ai beaucoup déménagé pour Y raison, j'ai beaucoup bougé. En fait, c'est vrai que je me rends pas compte que tout le monde ne voyage pas forcément. Et c'est vrai que travailler aussi, tu dois aussi le vivre. Ça doit t'aider pas mal dans un milieu multiculturel. Dans ton entreprise, ça doit aussi entretenir tout ça, de voir justement des points de vue différents. Mais il faut savoir, l'idée, c'est quand même que comment je fais pour accepter les points de vue différents. Moi, je trouve qu'on a un peu des fois du mal à entendre l'autre et ne pas se dire est-ce que c'est lui qui a raison ou pas.
mais plutôt, ok, il y a ce point de vue-là, il y a ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de trouver quelque chose même une solution qui englobe les deux points de vue. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Totalement, et c'est l'un des apprentissages. Alors moi c'est que j'ai la chance d'avoir pu assez tôt dans le monde du travail, en tout cas, être en contact avec d'autres cultures et d'autres pays, d'autres origines, etc. C'est une chance et c'est un apprentissage, c'est aussi une adaptation. Parce que tu as ce que les gens ils t'expliquent et tu as tout ce qu'il y a derrière qui est caché justement de là où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, etc. Donc il faut savoir aussi lire entre les lignes. C'est pas évident, je pense qu'il faut écouter, je pense qu'il faut être patient, et surtout en entreprise, en général, les gens sont assez décisifs aussi, il y a quand même une demande de trouver voilà, une décision finale, etc. Mais il faut prendre le temps, je trouve qu'il faut prendre le temps. Tu vois là, on parlait tout à l'heure des personnes qui sont plutôt introverties, il y a plein de personnes qui peuvent amener quelque chose dans une discussion, et qui vont pas spécialement se porter volontaires pour partager leurs points. Il faut être capable aussi de déceler ça, et puis de les faire rejoindre le débat et les faire contribuer. Parce que souvent, il y a des perles, en fait, dans C'est clair. C'est clair, c'est souvent ce qu'on dit en tout cas, mais d'aller chercher, de leur laisser la parole, de laisser de l'espace, et c'est l'espace et le temps. Pour moi, il y a vraiment les deux, quoi. C'est-à-dire que souvent on laisse pas d'espace, donc il y a quelqu'un qui prend toute la place, et donc c'est un peu c'est pas facile de prendre sa place en fait. Et merci de parler de cette notion de temps, qui pour moi le temps long est quelque chose qu'on doit réapprendre aujourd'hui, parce qu'il y a des décisions qu'on peut faire rapidement, et puis il y a des décisions qui nécessitent du temps, de débat, de discussion, et c'est normal en fait. Surtout en période de changement. Ouais. Je trouve qu'on sous-estime justement ce changement, le fait d'embarquer tout le monde, de préparer en amont les différents points. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'essaye de faire à titre personnel, j'y arrive pas toujours, mais avant une réunion importante, je note toujours des points importants. Voilà, quels sont les points que je veux, sur lesquels je veux participer, quels sont les points sur lesquels je veux collecter des informations, les points sur lesquels je veux embarquer du monde pour pouvoir justement porter un questionnement. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. On est toute la journée occupé, on a des réunions, on a l'aspect personnel, on a beaucoup d'informations qui nous viennent. Nos téléphones qui sont plus qu'un téléphone, qui sont un outil de travail aussi, un outil de fonctionnement au niveau pour la vie perso. Mais c'est vrai que des fois, se poser et être maître de son temps, c'est quand même sous-estimé. Moi, pour moi, c'est un luxe, hein. Moi, pour l'avoir découvert, j'étais effectivement dans un grand groupe aussi, comme toi, et j'ai quitté, je suis maintenant entrepreneur. J'ai touché du doigt ce que c'est qu'être vraiment maître de son temps. Donc il y a d'autres problèmes inhérents à l'entrepreneuriat. Donc je dis pas aux gens d'aller au entrepreneuriat pour être de maître de son temps, mais je pense que clairement ça va être de plus en plus aussi dans les entreprises, parce que c'est une demande très forte, notamment de la génération Z qui arrive, d'être dans l'autonomie et d'être capable de gérer son temps. Comme il le souhaite, et donc de faire en fonction de son énergie, parce qu'en fait il y a des gens qui sont plutôt du matin, d'autres plutôt de l'après-midi, d'autres quand il y a beaucoup de monde, c'est là qu'ils sont en énergie, qui sont créatifs, d'autres ont besoin d'être plutôt seuls, voilà, et donc d'intégrer tout ça pour avoir la meilleure performance individuelle et au service du collectif, quoi. Donc c'est un peu l'un des paradoxes aujourd'hui, je trouve, hein. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être maître de son temps, donc il faut pouvoir être ferme sur certains sujets. Si on estime que ça colle pas avec notre personnalité ou avec nos envies ou avec ce qu'on cherche à mettre en place. Et à la fois, il y a quand même une valeur très importante qui est donnée sur la disponibilité. Et donc, il faut être disponible pour les gens autour de soi au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Il y a des aléas qui arrivent et il faut être disponible. Donc, il faut aussi être capable de s'adapter. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent, je trouve, pas assez dit. Dans le sens où aujourd'hui, on valorise beaucoup le fait de chacun avoir son propre emploi du temps, de faire ce qu'on veut, etc. Mais il faut comprendre, en tout cas, s'il y a une volonté d'avoir des responsabilités en entreprise, dans sa propre entreprise ou dans un plus grand groupe, il y a un aspect de disponibilité qui est important. Le jour où tu as un gros client notamment qui t'appelle et qui a besoin d'une information, c'est pas toujours possible à ce moment-là de lui dire je suis pas dispo. Donc il faut aussi être capable de s'adapter. Il faut être réaliste sur ces aspects-là, je trouve. Mais en fait, c'est toute la discussion entre flexibilité et agilité, tu vois. C'est un peu le débat de prendre la décision, quelle est la meilleure décision à l'instant T,
et que ce n'est pas une décision pour tout le temps. Ça Bien aussi, sûr. c'est-à-dire que, comme tu dis, en fonction de la situation, des éléments que j'ai, les enjeux, etc., ben, je vais faire ce choix-là, alors que dans une autre situation, je vais faire l'inverse. Ce qui est intéressant, c'est que ce que je transmets le plus aujourd'hui, c'est plutôt le fait, il y a deux choses. Et la première, c'est poser ses limites. Oui. Et la deuxième, c'est s'écouter. En fait, ces deux notions-là, elles ont l'air toutes simples, mais en fait, derrière, il y a plein de choses en termes de croyances, d'automatismes que nous pouvons avoir ou des peurs que nous devons travailler pour être capable à la fois de s'écouter, donc de dire comment je me sens, est-ce que je suis à l'aise avec ça, et développer aussi à ton niveau, en tout cas de directeur, pour moi, l'intuition, pour justement prendre cette décision la meilleure en fonction des éléments que tu as à l'instant T. Ça, c'est vraiment quelque chose, et de savoir dire non, de mettre un cadre très clair et d'être un peu des fois rigide, alors que des fois il faut qu'il soit flexible. C'est tout cet équilibre qu'un leader, c'est difficile, mais c'est pour ça que tout le monde peut pas être un leader, parce que justement c'est tout le temps jouer comme ça un peu d'adaptabilité et avec le cadre. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que et les deux, il y a des moments où l'un des deux prend le poids sur l'autre. Ça arrive, faut en être conscient. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je dis à mes équipes souvent quand elles arrivent ou quand moi j'arrive dans une nouvelle équipe. Je détesterais apprendre que vous avez loupé un événement important pour vous après le coup. C'est-à-dire que je compte sur vous pour me le dire. On a des aléas, c'est sûr, on a des urgences, etc. Mais les événements personnels sont extrêmement importants. Nos valeurs dépendent de ça. On apporte, enfin, moi je vois à titre personnel les événements avec mes enfants, les événements avec mon épouse, c'est des événements que je valorise beaucoup. Et je détesterais apprendre que l'un des membres de mon équipe n'a pas pu aller à l'un de ces événements-là parce qu'on s'est mal compris ou parce qu'on s'est pas organisé. En règle générale, il y a quand même beaucoup de choses. 99% des choses, on peut les organiser. Surtout en entreprise, on n'est pas tout seul. On est plusieurs. Solutions. Bien Mais sûr. par contre, c'est vrai qu'il faut à la fois que le leader pose les bonnes limites et structure l'équipe d'une manière qui permette ça. Et à la fois, il faut que les personnes dans l'équipe soient capables de le dire de manière proactive. En fait, voilà, moi, ça me va pas, ou j'ai besoin de cette flexibilité-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est une notion qui, pour moi, est essentielle. Donc, la façon que tu l'as dit, elle est vraiment clé. Et vraiment, pour moi, c'est important d'insister là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une co-responsabilité. Il y a le cadre qui est donné. Ce cadre-là, d'ailleurs, il peut être soit donné par le leader et ou les collaborateurs en fonction des organisations. Et l'idée, c'est que le leader va donner confiance, créer l'environnement pour libérer la parole, pour que les gens puissent oser dire ce qu'ils ressentent, montrer leur vulnérabilité, dire, comme tu dis, un événement personnel qui est prioritaire aujourd'hui sur ma vie professionnelle, ou des difficultés. Par exemple, moi j'avais une collaboratrice qui était en plein divorce, et donc forcément ça chahute un peu le pro. Et en même temps que les collaborateurs aussi, eux, doivent dire. Parce que c'est bien beau de dire à chaque fois le manager il fait pas ci, il fait pas ça, mais voilà, c'est aussi prendre son courage à deux mains pour oser parler aussi à son manager et ne pas avoir peur qu'il l'utilise contre nous ou que il va, tu vois, il y a toujours cette peur là. Donc il y a les deux, c'est la co-responsabilité. Ce n'est pas que le leader qui est responsable de libérer la parole dans un cadre, quand bien même il fait le job, il y a aussi du job à faire de la part des collaborateurs. Et ça marche pour plein de choses, hein, mais ça marche pour la santé mentale, pour le sport, pour tout. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait un cadre qui permette ça. Et à la fois, il faut que voilà, chacun est responsable quand même de son organisation personnelle. Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place assez rapidement, mais il y a des périodes de grosse intensité dans mon travail. Même chose pour mes équipes. Je sais que dans ces périodes-là, j'ai un peu moins de flexibilité sur mon agenda à titre personnel. Mais je sais que les périodes qui sont un peu plus creuses, même si elles sont pas toujours... elles sont de plus en plus rares. Les périodes un peu plus creuses, j'essaie justement de compenser dans l'autre sens. J'essaie de me donner plus de temps, passer plus de temps en famille, passer plus de temps sur des sujets de fond avec les équipes aussi, pour voilà, investir dans le futur.
Mais c'est s'autoriser, encore on revient sur cette autorisation. Moi, je sais que dans l'accompagnement, je fais beaucoup d'autorisation en fait. Les gens ne s'autorisent pas, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Ils se disent, moi j'ai envie de faire ça. Mais le truc, oui, mais tu as toutes les bonnes raisons de pas faire. Par exemple, de prendre du temps, de dire, bah tu pars à 4 heures pour aller chercher ton enfant parce que tu as envie, ça te ferait plaisir et tu sais que ça va lui faire plaisir parce que pendant 1 mois et demi, t'as pas vu. S'autoriser à faire ça, c'est pas si facile que ça quand on est dans la machine ou que on se dit on va être mal vu ou pour X raison, tu vois. Et c'est vrai que c'est toutes ces autorisations que moi j'adore donner en tout cas. Je vais poser la question, je continue dessus parce qu'on est dans le sujet. Comment tes collègues ils te décriraient? Bonne question. Bonne question. Je dirais plusieurs choses. Déjà, il y a l'aspect détermination, je pense. Et c'est quelque chose qu'on m'a dit souvent, c'est que j'ai tendance à me fixer sur un objectif et je suis prêt à dévier. Donc voilà, je suis prêt à faire des ajustements en cours de route. Mais c'est qu'en général, j'ai tendance à vraiment être fixé sur l'objectif et réussir à l'accomplir. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans les différents projets que j'ai faits. Même en termes de carrière, voilà, j'ai toujours été assez ambitieux et je me suis toujours fixé des objectifs. J'ai toujours eu des plans B au cas où. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, au vu de tout ce qui est possible, il y a de plus en plus de choix. Être déterminé, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur. Et moi, à titre personnel, c'est un de mes moteurs, vraiment. L'autre chose que je trouve intéressante à titre personnel et que je valorise aussi beaucoup dans mes équipes, c'est que je suis réaliste, mais optimiste. Pourquoi le mais? Pourquoi pas? Moi, je conseille toujours de retirer le mais, de mettre et. Et optimiste, voilà. Non, parce que réaliste, en général, c'est perçu négativement. C'est-à-dire que tu vois les réalités en face et du coup, il y a une chance d'être un peu trop négatif. C'est-à-dire que tu vois que les difficultés notamment qui arrivent et qui sont face à toi, moi, je trouve qu'au contraire, c'est bien de voir les différentes difficultés, les différentes opportunités, mais il faut être optimiste. Globalement, les gens qui sont optimistes, ils arrivent à faire plus de choses, ils arrivent à embarquer plus de monde. C'est plus simple aussi d'avancer, de se motiver soi-même. Et donc, je trouve que la combinaison des deux, excuse-moi, est intéressant dans le sens où, voilà, moi, je sais très bien les opportunités et les risques quand je me lance dans quelque chose. Et j'aime bien les savoir, j'aime bien que mes équipes les sachent également. Mais je suis optimiste. Je pense que globalement, on arrive toujours à trouver une solution et on arrive à s'adapter, on arrive à avancer. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup servi dans ma vie pro, mais aussi dans ma vie personnelle. Alors, je fais une petite dédicace à Catherine Testa que j'ai eu la chance d'interviewer, mais dans le privé, sur une chaîne privée, qui, elle, son credo, c'est l'optimisme. Oui. Et te dirait que ce que tu es en train de décrire, c'est exactement l'optimisme. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin de mettre le mot réaliste. Sauf que les gens utilisent le mot optimiste en se trompant, en pensant que c'est de la naïveté. Exactement, c'est le mot. Et ce n'est pas la même chose. Alors elle qui en plus a travaillé pendant des années dans tout ce qui était sur l'environnement, elle était très très bien au courant de ce qui allait. On est en train de vivre aujourd'hui, mais maintenant ça monte un petit peu plus. Mais déjà à l'époque, elle était sur ces sujets-là, et donc elle savait très bien qu'on est en train de prendre le mur, que ceci, que cela, et elle le voyait. Et ça l'empêchait pas d'être optimiste parce qu'elle faisait confiance en l'humain. Elle se disait on va trouver des solutions, on va faire voilà. Et en fait un optimiste, parce que moi je suis un optimiste, donc c'est pour ça que aussi je dis de manière très affirmée, c'est quelqu'un qui justement voit la réalité en face. Exactement. Et cherche des solutions pour passer les obstacles. C'est ça un optimiste. Et un pessimiste, qui est l'inverse, lui, il voit les obstacles et il se dit qu'on peut pas y arriver. Les deux voient la même chose. Ils voient la même chose, la réalité. Sauf qu'il y en a un qui décide d'être dans le déni et de dire je vois rien et je fais rien. Et l'autre décide de dire même si ça va être dur, j'y vais et j'essaye. Je sais pas, maintenant je te dis ça. Donc, non, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est une bonne clarification, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'optimisme, on a tendance à le confondre avec naïveté. Ouais. C'est vrai, notamment dans le monde de l'entreprise. Clairement. Mais aussi dans nos vies perso. C'est-à-dire que quelqu'un qui est quand même optimiste et tourné vers l'avant quand tout va mal, c'est louche aujourd'hui. Oui. Et donc, c'est important de le rappeler. C'est pour ça que moi, l'aspect de réalisme me va aussi également. Parce que c'est bien de se confronter aux réalités. C'est bien de connaître, c'est bien de poser des questions dessus.
s'assurer qu'on a tous les éléments en main. Mais être optimiste ou pessimiste, c'est un choix. Et ça veut pas Exactement. que les choses vont mal ou qu'à un instant T, les choses semblent aller mal, que tout le monde doit se tirer une balle dans le pied et arrêter d'avancer. Et tu as donné le mot, c'est un choix. Et c'est ce que je dis à chaque fois à mes clients. C'est un choix. Et c'est pour ça aussi que dans des périodes de notre vie, nous pouvons tomber dans le pessimisme. Bien sûr. Ce n'est pas quelque chose de figé. C'est exactement comme la confiance en soi. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des moments, moi, j'ai eu une période de ma vie où j'avais basculé dans le pessimisme. En fait, mais mon naturel étant quand même optimisme. Et en fait, on peut changer, en fait, le curseur, il peut évoluer en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Il y a des moments difficiles, on a du mal à vouloir affronter, en fait. On n'a peut-être pas envie d'affronter les obstacles. Et puis, voilà, c'est comment je fais pour créer un environnement qui, justement, prenne soin de cet optimisme. Donc, ça passe surtout pour moi par l'espoir. Plus j'ai d'espoir et plus je suis optimiste. Et dès qu'il n'y a plus d'espoir, c'est là qu'on peut basculer dans le pessimisme. Alors, quel manager justement es-tu alors, toi, Sylvain? C'était justement l'un des points qui était important, c'est que par rapport à ça, je valorise aussi beaucoup les relations avec les personnes. C'est l'une des choses qui m'a le plus, alors je dirais pas surpris, mais qui m'a le plus impacté au moment où j'ai eu la chance de gérer une équipe pour la première fois. C'est la réalisation qu'on ne gère pas une liste de tâches. Voilà, moi, à titre personnel, j'ai ma to-do. J'arrive le matin, je gère ma to-do, mais de manière pratico-pratique, je gère des gens et ces gens-là ont une vie, ces gens-là ont voilà, une culture différente ou on fait des choses différentes avant et chaque personne est différente, donc il faut aussi savoir s'adapter à chaque personne et ça, c'est vraiment la complexité. Certains jours on y arrive, d'autres jours on y arrive moins. Bien sûr. En tant que leader, on a souvent tendance à pas l'avouer, mais on fait aussi beaucoup d'erreurs. Mais l'aspect gestion des gens, c'est primordial. Et moi, ce contact humain, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Alors, je suis dans un métier qui est réputé comme étant très technique, c'est vrai. Plus porté sur les aspects techniques, en tout cas en apparence. Mais à la limite, peu importe, l'aspect humain est aussi important que dans n'importe quelle fonction. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit à mes équipes, mais nous, on a beaucoup d'échanges qui arrivent à titre mensuel ou trimestriel, mais quand je regarde dans le passé, mes années en tout cas qui étaient le plus difficiles, je me rappelle pas spécialement exactement de ce qu'on a fait à un instant T, mais je me rappelle beaucoup des gens avec qui j'étais à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est important parce que dans sa carrière, on se rappelle beaucoup des gens avec qui on a été, c'est vrai, ce qu'ils nous ont apporté, et c'est souvent ça qui nous reste plusieurs années après. Donc c'est important de le voir comme ça en tout cas. C'est vrai, complètement. Maintenant que tu me le dis, tu vois, quand tu le disais, j'étais en train de me dire, dans ma vie chez L'Oréal, qu'est-ce qui marquait. Et chaque fois, je n'arrête pas de dire, je parle de collègues. Je ne parle pas des projets, je ne parle pas de mes réussites, je parle des collègues. C'est vrai que quand tu le dis, c'est évident. Et donc, justement, ce que j'entends aussi qui est super intéressant, c'est que je trouve en toi le leader bienveillant dont j'ai parlé dans une vidéo il y a pas si longtemps que ça, qui justement pareil que l'optimisme. J'ai donné aussi mon point de vue que ce n'est pas un bini oui oui qui accepte tout et qui fait tout. Bien sûr. Clairement, donc j'invite tout le monde à aller regarder la vidéo c'est sur LinkedIn que je l'ai mise, un de ces quatre, je pense que je la mettrai sur YouTube. C'est que le leader bienveillant a comme objectif d'avoir une équipe performante. Oui. Il a l'objectif que tout roule parce que lui, il croit profondément que si son équipe va bien, la performance sera au rendez-vous. Et ça, c'est pour moi clé. Moi, j'ai eu toujours cette croyance quand j'étais manager, parce qu'on me disait comment ça se fait. Je n'avais pas tous les outils et j'ai fait beaucoup d'erreurs de management. Mais j'avais cette croyance qui était tellement profonde que quoi qu'il arrive, je faisais toujours de sorte à ce que les gens soient bien, soient contents de venir et qu'ils aient envie de revenir, surtout le lendemain. Pour toi, quels seraient les ingrédients pour qu'une équipe soit performante ? Je pense que je parle du cadre, je parlais en tout cas du cadre un petit peu plus tôt, mais je pense que c'est primordial. Moi, ce que j'ai vu qui marchait bien et qui peut vraiment impacter de manière assez significative une équipe, c'est notamment est-ce que le leader est décisif. Tu vois, tu peux écouter ce que les informations que ton équipe te donne, les informations que le leadership te donne, les informations que les autres équipes te donnent,
Mais si tu n'as pas la notion d'être capable de trancher quand il faut, eh ben, tout le monde va vraiment en souffrir. Donc, ce cadre-là est important. L'autre cadre, c'est un aspect un peu plus politique, même si c'est plus un aspect de présentation. Mais si l'équipe n'est pas bien représentée sur ce qu'elle fait, voilà, ça tombe dans l'oubli. Les gens ne sont pas au courant de ce que les gens mettent en place. Donc, je parle de cadre, mais c'est aussi les qualités qu'il faut trouver dans un leader pour pouvoir justement structurer un minimum l'équipe, pour pouvoir les mettre en valeur, etc. Après, au sein de l'équipe, moi, je trouve, alors c'est un peu cliché, mais je trouve beaucoup de parallèles avec l'aspect sportif. C'est-à-dire qu'on gère une équipe, c'est un peu comme une équipe de sport, c'est-à-dire qu'on n'est pas une famille, ça faut le savoir. Moi, je n'apprécie pas, moi, cette comparaison avec une famille. Clairement. Parce qu'en général, on ne travaille pas avec sa famille dans la plupart des cas. Ouais. Bon, des fois, mieux vaut. Mieux vaut, exactement. Mais moi, j'aime bien le parallèle avec une équipe sportive, c'est-à-dire que chacun a un objectif similaire, en tout cas, on espère. Il y a des individualités qui sont possibles et qu'il faut développer. Et à la fois, chaque personne est différente. Donc, il faut être capable de s'adapter à ça. Il faut être capable de mettre ça en place. Et surtout, il faut que les gens ne soient pas uniquement concentrés sur leurs aspects personnels, les tâches qu'ils ont en cours, mais qu'ils comprennent voilà, la vision globale, qu'ils soient capables d'aider. Moi, je le dis, on a toujours des aléas dans une équipe. Il faut qu'une personne soit capable de faire un effort supplémentaire pour aider une autre qui en a besoin. Bien sûr. Ça fait partie des impératifs. Mais c'est vrai que si le cadre n'est pas bien fixé, et surtout, l'aspect primordial, mais si les personnes qu'on fait rentrer dans ce cadre-là ne correspondent pas à cette vision ou à ces valeurs-là, c'est très compliqué. Donc moi, j'apporte beaucoup de valeur au cadre et j'apporte beaucoup aussi d'importance aux personnes que je fais rentrer dans l'équipe. Parce qu'il y a un aspect quand même d'alchimie qui est assez important au-delà des compétences techniques. Bien sûr. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est partons du principe que justement dans cette équipe performance, la diversité, c'est ce que j'entends, le mot diversité prime. Donc, quand je dis diversité, c'est pas forcément les genres, etc. C'est diversité de points de vue. Moi, j'aime bien parler de diversité de points de vue parce que dans un point de vue, il y a toute notre histoire, notre cadre de référence, de ce qu'on a vécu, nos expériences, nos croyances, voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de diversité de points de vue. Et on revient sur la discussion qu'on a eue, que c'est justement comment allier les points de vue différents. Et moi, je trouve que ce qui est clé, c'est la communication. Bien sûr. Parce que, tu vois, encore une fois, cette semaine, j'ai intervenu dans un collectif et en fait, le jugement est premier. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, on va émettre un avis, avoir un jugement, une interprétation qu'on va bien généraliser comme il faut, voir si ça va avec nous. Et puis si ça va pas avec nous, on va rejeter. Et puis si ça va avec nous, on est OK, tu vois. Alors que le sujet n'est pas là. Le sujet est juste j'ai mon point de vue et que j'ai mes convictions plus ou moins fortes d'ailleurs, hein, parce qu'on peut avoir des convictions mais qui sont so-so et qu'on se laisse justement convaincre plus facilement que d'autres. Et puis en face, il y a quelqu'un qui a un truc et on se dit ah tiens c'est intéressant, mais c'est surtout l'empathie qu'on va utiliser. Comment je me mets à la place de l'autre? Pourquoi lui il voit le monde comme ça? Et c'est la seule question qu'on doit se poser. Pourquoi lui il voit le monde comme ça alors que moi je vois le monde comme ça? Et donc dans ces cas-là, comment on fait pour essayer de trouver quelque chose qui nous rejoigne? Et je trouve que on met pas assez d'efforts sur cette communication qui pour moi est clé pour pouvoir justement intégrer pleinement la diversité dans les équipes. Je sais pas ce que tu en penses. Non, je suis assez d'accord sur l'aspect de diversité. Alors moi, j'ai eu la chance de baigner là-dedans et c'est quelque chose que j'ai beaucoup valorisé. C'est que c'est pas uniquement la diversité de nationalité, parce qu'on a tendance des fois à se confondre par rapport à ça, ou de sexe, ou d'origine. Bon, ça englobe pas mal de choses. Tu peux aussi avoir que des personnes qui viennent du même endroit et qui ont quand même une certaine diversité. Mais ça fait partie des choses à considérer. Je suis assez d'accord sur l'aspect empathie, sur l'aspect écoute, mais je trouve que souvent, on a tendance à se concentrer en effet sur la solution qui est proposée, plutôt que sur de là où ça vient. Moi, j'aime beaucoup poser la question, mais qu'est-ce qui te fait penser ça? Qu'est-ce qui t'a fait arriver à cette conclusion-là? Pour essayer d'en savoir plus sur d'où est-ce que ça vient en fait. Est-ce que c'est un gros problème? Est-ce que c'est à titre personnel? Est-ce que c'est vraiment le sujet en soi qui est un problème ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Et c'est vrai que souvent, je vois dans la réunion, on est concentré, il y a un agenda, il y a une timeline qui est proposée, par exemple une demi-heure ou une heure, donc on rentre vite dans le vif du sujet, on n'a pas trop le temps. Mais des fois, poser ces questions-là pendant la réunion ou avant ou après permettent aussi de se faire une meilleure idée
de ce qu'il y a derrière. Des fois, les gens sont frustrés sur certains points ou veulent avancer dans une certaine direction, mais il y a quelque chose de caché derrière et il faut essayer de le comprendre. Sinon, on passe à côté en fait de la solution et notamment, on peut prendre des mauvaises décisions. Merci de mettre ça sur la table parce que donc tu as donné le troisième que je donne souvent qui est le questionnement, donc de savoir poser des questions. Donc pour moi un leader, attention que je mette bien la définition, un leader n'est pas forcément un manager hiérarchique. Un leader, on peut pas avoir de lien hiérarchique et être un leader dans une entreprise. Ce leader-là, en fait, il a des pratiques de coach. C'est-à-dire que l'empathie, l'écoute et le questionnement sont les trois dimensions majeures qu'utilise le coach pour coacher. Bien sûr. Donc en fait, moi, c'est vraiment ce que je pense qui c'est pas être un manager coach. Je suis pas tellement pour pour plusieurs raisons parce que le manager coach il a aussi une dimension résultat qui est importante et donc c'est compliqué de raccorder les deux parce qu'un coach lui n'a pas de projet pour qui que ce soit. Donc c'est dans la sémantique vraiment de coach professionnel, mais d'utiliser des pratiques de coaching dans son leadership. Pour moi, c'est clé et c'est ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que je pose des questions, j'essaie de comprendre, donc j'utilise mon empathie, je reformule pour bien être sûr que j'ai bien compris ce qu'il a dit, et donc tout ça permet d'améliorer la communication et d'améliorer effectivement de trouver des solutions avant même d'aller directement au résultat, qui est dans notre culture. Moi, je l'ai fait pendant des années, donc je sais très bien de quoi je parle, d'aller directement au résultat. C'est-à-dire que l'objectif, c'est on y va, c'est quoi qu'il faut faire, etc., sans se préoccuper de comment toi, tu vois les choses. Non, je pense que c'est une clarification importante. En fait, le manager n'a pas vocation à être coach, mais voilà, c'est bien aussi de puiser des pratiques intéressantes qui vont permettre de mieux comprendre les choses. Enfin, manager, c'est aussi faire face à des situations de vie de tous les jours, des motivations différentes. Et c'est vrai que sans questionnement, on revient au point que j'ai mentionné plus tôt, mais sans questionnement, si tu questionnes jamais tes équipes, tu reviens à je gère une liste de tâches. C'est-à-dire que j'ai un objectif, je gère une liste de tâches et je suis pas prêt à faire des compromis, à m'adapter en fonction des personnes. Après, sur l'aspect coach et manager, moi je trouve ton point très pertinent. On a tendance des fois à mélanger un petit peu les rôles et les responsabilités de chacun. Je trouve que le manager, en effet, il y a des objectifs et il faut les atteindre. Ça fait partie des réalités du manager, ça fait partie des réalités des équipes qui reportent un manager. Le coach, c'est plutôt une bonne chose, est plutôt indépendant et il a vocation à le rester. De la même manière que, par exemple, moi, je parle beaucoup de sponsor dans une carrière. Le sponsor, c'est pas la même chose que le coach. C'est un mentor pour moi. C'est encore une autre casquette. Pour moi, le sponsor, en tout cas, dans mon univers, je me rappelle, on avait beaucoup de sponsors, c'était comme des mentors. Donc là, c'était plus dans le partage d'expérience, qui partage son expérience. Et c'est vrai que moi, dans ma façon de coacher, par exemple, j'alterne le mentorat et le coaching. C'est-à-dire que je vais partager mon expérience parce que mes clients, ils viennent pour mon expérience de manager, de leader, et donc avant et maintenant aujourd'hui, parce que je reste encore un leader mais différente d'opinion plutôt, et en fait ils viennent pour ça et donc je vais leur partager mon expérience et puis des moments en fonction du sujet je vais être dans une pratique de coaching. Donc c'est pour moi et tout peut cohabiter en fait. Mon idée c'est que de ne plus opposer en fait toutes ces pratiques ou toutes ces postures et comment je cohabite toutes ces postures en moi quoi. C'est plutôt ça en fait. Et c'est même d'autres personnes, mais moi, la seule clarification que j'aime bien faire, notamment en termes d'évolution, c'est que pour moi, un mentor, il partage son expérience, mais il n'y a pas spécialement de résultats attendus, d'objectifs attendus. Non. La différence avec un sponsor, et moi je le vois quand on parle de carrière, notamment avec les gens autour de moi, le sponsor, il engage quand même sa responsabilité. Ah, d'accord, ok. En tout cas, moi, c'est... En tout cas, dans votre entreprise, oui. Nous, en tout cas, c'est parce que c'est lié au projet? Parce que c'est des sponsors liés au projet? Pas spécialement, même en termes de carrière, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va engager sa responsabilité pour recommander quelqu'un, pour dire que cette personne-là mérite d'aller plus loin. D'accord. Et donc, pour moi, c'est quand même une différence. Dans le sens où mentorat, et nous, il y a beaucoup de programmes de mentorat qui existent. C'est un partage dans les deux sens, un échange, c'est un questionnement. Mais c'est aussi bien de savoir dans son réseau proche si on a aussi des sponsors, pas uniquement des gens qui sont prêts à échanger. Ah, des gens intéressant. Qui, à un moment donné, le jour où il y a besoin, sont prêts à aller plus loin
et à engager leurs responsabilités parce qu'ils Et de croient en te toi. coopter, en fait, c'est ça? C'est le côté cooptation? Souvent, ouais, Ouais, souvent. d'accord. Ok. C'est Moi, je vrai sais que, que en termes de vas-y. promotion, notamment en entreprise, c'est Oui, primordial parce que il faut toujours quelqu'un qui, de manière générale, s'engage sur voilà, j'ai vu cette personne évoluer, elle est partie de là, elle est oui, arrivée jusque là, elle a le potentiel pour aller plus loin. Et ces personnes-là, quand même, vont donner un gage un petit peu à ton parcours. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait offline des gens qui font quand même la différence dans un parcours. hmm, Euh, Ça existe, personne ne s'est fait tout seul. bien Mais parce sûr, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a apporté un conseil, un mentor par bien exemple, sûr. quelqu'un qui t'a aidé à avancer, un coach. Mais il y a Hmm, aussi des gens qui sont c'est vrai. sponsors et qui, à un moment donné, contre toute attente, tu vois, vont dire non, non, moi je pense que cette personne le mérite, on peut y arriver. Et voilà, au vu de mon expérience, je m'engage à ce que cette personne y arrive. D'accord. Moi, je vois le parallèle. Effectivement, ça me parle aussi, que ce soit dans mon entrepreneuriat d'ailleurs et dans mon ancienne vie, de recommandation, de Oui, recommander quelqu'un au regard de ce que j'ai vu d'elle. C'est vrai que, par exemple, chez L'Oréal, ça n'existait pas pour les managers comment ça, de banque de poste, tu vois, pour évoluer. Ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire oui, que il y a que pour les techniciens, mais dès que tu es manager, tu as pour le premier niveau et après il y a plus jamais. Ce que en fait, c'est tout est basé sur les recommandations. Tu évolues que par recommandation et c'est vrai que c'est judicieux d'avoir quand même une stratégie par rapport à ça, de savoir qui sont les personnes clés qui pourraient te voir et te donner du feedback pour te faire évoluer, mais surtout qui seraient capables aussi de parler de toi et de te recommander. c'est ça, totalement. Ouais, et c'est effectivement dans l'entrepreneuriat, nous avons ça parce que moi je dis souvent, je recommande pas comme ça les gens. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai travaillé. Je parle surtout des quand je travaille avec des prestataires. Moi, je recommande que si j'ai travaillé, pas parce que on fait partie du même groupe business par exemple. C'est pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Je te recommande parce que je crois vraiment et je peux parler de la personne sans problème et donner comment dire ça je trouve plus les mots, Les clés peut-être. les qualités et les Les défauts qualités. aussi, parce que c'est une question encore de match. C'est-à-dire que je vais intégrer qui la personne me demande et en fonction des soft skills que l'autre personne a, est-ce que ça peut matcher? Il y a cette dimension-là, parce que des fois, ça matche pas, surtout pour la prestation. Alors, on va finir. Franchement, je pourrais rester des heures encore à discuter avec toi, parce qu'en plus, ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que à la fois, on partage la même vision, mais on peut avoir aussi une approche différente ou des mots différents ou voilà, et c'est ça la diversité. Il y a pas de jugement de savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas, on s'en fout en fait en final. Tu vois, on s'est même pas posé la question, mais c'est plutôt de se dire ok, d'accord, ça c'est intéressant, ça je prends, et ça oui, bon, ça ressemble, mais ça me change pas ma vie, et ça, et je trouve que voilà, tu as vraiment cette posture de leader que moi j'aime beaucoup. Donc en fait, je voulais juste finir avec un sujet qui en ce moment me questionne pas mal. Donc là, c'est plus de manière égoïste pour moi sur les transclasses. Donc les transclasses, j'explique, c'est juste le fait justement par la carrière ou par les études d'être passé d'une classe à une autre. C'est-à-dire que généralement, comme dans mon cas par exemple, mon premier salaire correspondait aux deux salaires de mes parents. Donc voilà, c'est pour te donner ça c'est le plus facile parce que c'est par rapport à l'argent, mais c'est plein d'autres choses qui fait qu'après on se pose des questions existentielles aussi où trouver notre place parce qu'on quitte une place et donc toi tu as justement une autre façon de voir les choses qui m'intéressait de partager parce que moi j'avais le sentiment d'être dans une place où j'étais pas vraiment d'ailleurs à ma place mais pour d'autres raisons plutôt intellectuelles et puis après je suis dans une autre place et je me sens pas non plus trop à ma place et donc où est ma place et toi tu as une autre vision qui m'intéresse donc je voudrais bien que tu la partages avec nous sur cette partie transclasse et après de parler, si tu peux, de faire le lien avec la diversité, justement, de ces personnes-là, où pour moi, on a plus de mal, en tout cas moi, c'est ce que j'ai vécu dans une société française, dans une entreprise française, plus de mal à trouver notre place. Non, très bien. Moi, je suis très curieux sur le sujet aussi, dans le sens où j'ai eu l'impression de passer dans des mondes différents. À l'étranger, ici en France, entre vraiment le monde de la campagne, à la ville, etc., les opportunités qui vont avec. Moi, je ne suis pas un grand fan de la notion de transclasse. Parce que pour moi, ça inclut un aspect un peu négatif sur là où on vient. Moi, j'ai absolument pas honte de là où je viens. Moi, j'ai des parents qui ont fait des choix très importants pour nous aider à trouver notre voie, pour nous aider à faire plein de choses.
qui m'ont aidé quand il fallait pour étudier à l'étranger, même si voilà, moi j'ai dû prendre un emprunt conséquent pour ma dernière année, mais j'ai pas eu l'impression de m'être fait tout seul et j'ai surtout pas honte de là où je viens, ça c'est sûr. La deuxième chose, c'est que j'ai pas l'impression d'être monté dans une classe différente. En tout cas, moi, à titre personnel, c'est juste très différent, c'est deux aspects très différents. Quand je retourne à la campagne, dans nos familles, c'est extrêmement différent de la vie qu'on a en région parisienne avec les enfants. Mais pour moi, il n'y a pas un jugement de valeur comme quoi l'une des classes ou l'un des environnements est mieux que l'autre. Moi, le terme que j'aime bien employer, c'est nomade social. J'ai trouvé que c'était un terme qui correspondait bien et je lis beaucoup dessus, dans le sens où il y a vraiment la capacité et le terme de vraiment s'adapter en fait. S'adapter, être agile entre différents environnements. En fait, on a tendance à vraiment comparer je viens de là et je suis là. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres environnements autour dont on ne se rend pas spécialement compte. Et pour moi, être capable d'être entre les deux et de comprendre les deux, c'est quelque chose de primordial. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une rupture sur certains aspects. On voit aujourd'hui ce qui se passe par rapport voilà, au monde de la campagne, la mauvaise compréhension entre la campagne et la ville, entre certains politiques et ce qui se passe aujourd'hui très loin de Paris. On voit qu'il y a, voilà, on peut sous-estimer l'importance de ces aspects-là, mais être capable de comprendre l'autre et de se mettre à sa portée sans se dire il est mieux ou il est moins bien et je le mérite ou je ne le mérite pas. Je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Et en tout cas, moi, à titre personnel, ça me tient à cœur parce que j'ai pas l'impression de me dire je retourne à la campagne, ça va être moins bien. Moi, voilà, je suis très fier de là où je viens. J'y serais pas arrivé sans l'aide des gens autour de moi. Même si des fois je me dis que voilà, ça a tenu à pas grand chose. J'ai eu beaucoup d'opportunités qui sont arrivées un petit peu aussi par hasard. C'est important. Et le point sur lequel je trouvais qu'on était assez d'accord, mais en tout cas, moi, j'avais aimé ajouter quelque chose à ce que tu m'avais dit la dernière fois. C'est le fait que les gens, en fonction de là où ils viennent, ils ont quelque chose à apporter. On voit souvent l'aspect négatif en disant je viens de là et les gens vont penser que je suis agressif ou que je comprends pas ce qu'ils veulent ou que je suis pas assez ci ou je suis pas assez là. De manière générale, on a tous quelque chose à apporter en fonction de là où on vient. Ça prend différentes formes, mais des fois, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à voir cet angle-là. On a tendance à voir les choses qui nous manquent plutôt que les choses qu'on peut apporter. Et ça, moi, j'aime bien me poser et aussi voir dans mes équipes ou voir dans les gens qu'on côtoie autour de nous. Voilà, qu'est-ce que ces gens-là m'apportent? Pas à titre égoïste, mais de manière générale, chacun a quelque chose à apporter à une autre personne. Et on a tendance à toujours se concentrer sur des trucs très standards au travail. C'est les connaissances techniques, c'est les soft skills, c'est est-ce que tu arrives à t'intégrer. Mais il y a bien plus de choses que ça. Et on parlait de la positivité ou de l'optimisme. C'est un skill. Des gens qui sont négatifs, ça arrive souvent. Et avoir quelqu'un qui rentre dans la pièce et qui est positif sur un certain nombre de sujets, qui va tirer les gens vers l'avant, c'est souvent sous-estimé, mais ça apporte beaucoup de valeur. Ça me parle beaucoup et j'aime beaucoup ta phrase quand tu as dit on se focalise sur ce qui nous manque et pas sur ce qu'on peut apporter ou donner comme valeur. C'est vraiment important et c'est sûr que derrière en fait le sujet c'est le jugement de valeur. C'est-à-dire que si on est dans le jugement de valeur, on va essayer de hiérarchiser ce qui est bien, pas bien, ou qui est d'où tu viens ou qui tu es. Et je pense que quand même, je trouve que dans notre société, le jugement de valeur prend un peu trop de place pour être sur les réseaux sociaux. J'étais interpellée par Ségolène Royal qui faisait un tweet il y a pas longtemps sur l'Eurovision et je me suis dit un politique n'a pas à avoir de jugement de valeur. Tu vois, ça m'a gênée. Je me suis dit tiens, c'est intéressant. Si elle se permet d'avoir des jugements de valeur, alors ça veut dire que c'est autorisé et que tout le monde peut en avoir. Et c'est pas pour moi favorable dans les entreprises. C'est-à-dire que dès lors que tu as des jugements de valeur, en fait, tu vas estimer que celui-là, il est mieux ou que celui-là, il est moins bien, mais rien que par le fait de ne pas partager les mêmes valeurs, alors que toutes les valeurs mutualisées pourraient être quelque chose de hyper puissant. En tout cas, moi, c'est ce que quand tu l'as exprimé, c'est comme ça que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'étais en train de refaire mon histoire et en train de me dire, tiens, j'ai des valeurs qui viennent des Antilles, de ce que j'ai vécu, des valeurs qui viennent de quand j'ai été ici dans l'Hexagone, d'avoir travaillé aussi dans un milieu international, ça m'a permis de contacter aussi d'autres valeurs. Et en fait, tout ça a construit une richesse. Et en fait, c'est une richesse pour moi qui fait ma richesse, c'est justement de connecter
toutes ces valeurs de ne surtout pas les hiérarchiser. Encore une fois, on parle de cohabitation. J'aime bien ce mot-là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi il revient, mais c'est la première fois que je le dis d'ailleurs. Mais en tout cas, de cohabiter toutes ces valeurs en nous et c'est ça qui fera notre richesse demain. Oui, et puis les choses changent vite. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans l'environnement anglophone dans lequel je suis au niveau professionnel. Mais déjà, moi, je trouve que le diplôme n'a jamais été mentionné dans mon entreprise. Ça, c'est quelque chose qui, par rapport à ce qu'on voit souvent en France, est très différent. Mais j'aimais beaucoup la notion de mobilité, c'est-à-dire que tu peux avoir un stagiaire aujourd'hui qui, dans 5 ans, sera ton responsable. Donc, les choses changent très vite. Il y a des programmes assez fast-track. Il y a aussi des expertises à gagner. Et c'est vrai que c'est important de se dire, voilà, bon, je suis pas juste mon poste actuel. Je suis pas juste ce que j'apporte en termes de connaissances techniques. J'apporte d'autres choses. Et surtout d'avoir l'humilité de se dire, voilà, cette personne-là a peut-être un angle différent, des connaissances différentes, mais peut quand même apporter quelque chose. Et d'ailleurs, un petit côté de se dire, voilà, on sait jamais dans le futur où cette personne-là peut être. On sait jamais où moi je peux être. Et donc, c'est bien aussi d'avoir cette humilité-là, de se mettre à tous les niveaux, même si on peut se dire, cette personne-là est plus avancée que moi, moins avancée que moi. Les choses changent vite, il n'y a pas de certitude. Ouais, ça c'est sûr. Ah, ça c'est un truc où je disais toujours, même quand tu quittes ton entreprise, pars en bon terme, on sait jamais. On sait jamais. Les choses, comme tu dis, peuvent vite changer et c'est bien quelles que soient les relations, de savoir terminer correctement une relation qui est pas toujours facile, hein. Même que je parle dans la vie perso, etc. Mais de fermer une relation, c'est un enjeu pour que ça se passe bien et que si jamais la roue tourne et les choses changent, peut-être qu'on va se retrouver aussi dans quelques temps. Donc on arrive au terme on a même dépassé, je pense, un peu le timing, mais c'était tellement intéressant que j'avais envie d'y aller jusqu'au bout. Avec la dernière question signature du podcast pour toi. Donc généralement les invités ne savent pas parce que sauf s'ils ont écouté les autres épisodes, bien évidemment. Donc imagine que on te donne 1 milliard sur ton compte en banque demain. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ce monde? Très bonne question. Pour moi, il y a un aspect important sur l'accès à l'information. Et je pense qu'on a parlé de ça un petit peu plus tôt. Moi, je parle notamment de l'orientation. Je te disais que moi, j'avais l'impression dans mon parcours qu'il y avait des décisions que j'avais prises qui tenaient à pas grand-chose. Et l'orientation, c'en a été une. Donc, j'ai la chance de voir différentes choses, à un moment donné, un moment crucial, de pouvoir bifurquer sur une voie qui me plaisait. Et c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, tout le monde en apparence a accès à l'information. En tout cas, on le pense. Mais les informations clés sont très bien cachées ou sont pas toujours disponibles. Donc, moi, je pense que donner cette possibilité d'avoir accès à la bonne information aux gens, surtout dans des périodes cruciales, je trouve que c'est extrêmement important. On voit ça dans l'orientation en termes d'études, on voit ça dans la santé, on voit ça dans plein de domaines. Moi, c'est quelque chose qui me tiendrait au cœur. Voilà, que les gens aussi s'engagent pas dans une voie qu'ils vont potentiellement même regretter dans le futur. Aujourd'hui, les études, c'est quand même l'un des plus gros déterminants de ta vie. C'est ça qui va quand même guider un certain nombre de choix que tu vas faire au niveau professionnel et ta profession aujourd'hui, c'est plus de 40 ans normalement. Donc voilà, moi je le vois sous cet angle-là en termes d'orientation, mais je trouve qu'il y a beaucoup de domaines. Ça serait l'un des projets en tout cas. Pas la fin dans le monde aujourd'hui, pas la réduction des émissions, même si je pense que c'est important, mais ça implique vraiment d'avoir des experts qui s'en chargent. Moi, modestement, je pense que c'est quelque chose sur lequel je pourrais potentiellement aider. Donc, voilà. Mais merci en tout cas de ton partage et je rejoins que plus nos leaders seront au bon endroit, à la bonne place, plus ils pourront résoudre les problèmes auxquels on doit faire face. Que chacun soit à sa place, ça va nous aider, ça va permettre de changer le monde. Donc en tout cas, je te remercie pour cet échange, Sylvain, c'était super intéressant. Donc merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout de cet épisode et je vous dis à très bientôt. Je te laisse le mot de la fin, Sylvain. À très très vite. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt, Fabienne.